Je le savais même pas moi, je vendais une montre Swatch à l'effigie de la reine d'Angleterre. Et en fait, on s'est réveillé le matin avec plus de 300 commandes sur la montre, on pouvait même plus les avoir. Le SEO, tout le monde en parle, mais rares sont ceux qui réussissent à en faire un vrai levier de croissance rentable. Pourtant, certains y arrivent. C'est le cas d'Okara, un pure player de la bijouterie et de l'horlogerie en ligne qui génère plus de 500 000 visites en trafic SEO par mois et réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Perrin, qui est le cofondateur d'Okara. C'est aussi un passionné de SEO et ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le e-commerce. Donc autant vous dire qu'il a des choses à nous apprendre. Tu vois, typiquement, j'ai passé beaucoup de temps à être premier sur montre. C'est beau, c'est la plus grosse requête dans mon secteur, elle est incroyable, c'est plus de 190 000 recherches mensuelles. C'est fort, mais ça ne rapporte rien. Wow. Personne ne tape montre et fait une commande. Le maillage interne qui est généralement catastrophique sur les sites et notamment sur les sites e-commerce. Et attention, parce que dans cet épisode, il va nous livrer une masterclass SEO qui va vous donner envie de vous y mettre très sérieusement. Vous êtes prêts ? C'est parti! L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeurs, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. Hello Grégory! Salut! Bienvenue sur le podcast, très contente de te recevoir. Merci. Et aujourd'hui, on va parler SEO. Et du coup, je suis trop contente de te recevoir à mon micro parce que je sais que le SEO chez vous, chez Okara, c'est quelque chose de super important. Et du coup, trop contente que tu puisses nous partager ton retour d'expérience. Avec plaisir. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir pourquoi, il y a 10 ans, vous avez décidé de miser sur le SEO chez Okara. Alors en fait, pour la petite histoire, c'était pas le levier de prédilection à la base. Ok. Donc moi, ça fait quelques années que je suis dans le marketing et juste avant Okara, j'étais directeur marketing chez Bazar Chic. Et dans la vente privée, c'était numéro 2 de la vente privée à l'époque. Ok. Et dans la vente privée, l'acquisition, la fidélisation et même le business model repose sur l'email. Donc, j'avais appris un gros savoir-faire sur toute la partie emailing, acquisition d'email, etc. Et donc, quand on a lancé Okara, je me suis dit, ça va être hyper simple de lancer Okara parce que je maîtrise ce levier qui est parmi l'un des plus héroïstes. C'est facile d'aller voir des loueurs de base, de dire je vais louer votre base. Enfin, ça se faisait à l'époque avant RGPD. Vous allez pouvoir placer du contenu Okara et lorsqu'un client clique et passe une commande, je vous rémunère. Donc c'était un système d'affiliation. Et donc moi, avec cette grosse expérience et un gros réseau, j'avais plein de copains qui avaient des grosses bases, des Prisma Press, etc. Et puis j'ai été les voir en leur disant voilà, je viens de lancer Okara, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Et donc on a commencé à shooter d'abord des milliers, puis après des centaines de milliers. Et malheureusement, les résultats n'étaient pas du tout présents. C'était un flop parce que j'ai plus le nombre total de mails qu'on a envoyés, mais je pense qu'on est touché peut-être le million pour au final avoir 5 ventes. Donc il y a eu plusieurs constats à ça. Le premier, c'est que j'ai perdu des amis dans la route qui m'ont dit ça serait bien que tu fasses plus appel à nous par la suite parce que eux à chaque fois ils payent le routage des emails, ils payent la location à l'éditeur qui lui prête la base mail, etc. Donc ça leur a coûté plus d'argent que ça leur a rapporté. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris en pleine face que quand tu lances une marque et que tu n'existes pas, les gens ne peuvent pas acheter, c'est normal. Donc on a pris 2 caps. Le premier, c'est de miser fort sur les avis clients. Donc on allait chercher chaque avis client au téléphone, la commande s'est bien passée, on appelait les clients, on faisait un petit feedback, on leur envoyait un lien directement. Pas juste, on pousse le mail et on dit laisse ton avis. Non, on les accompagnait pour qu'ils laissent un avis. Donc faire exister la marque, la faire exister sur les forums, etc. Et puis après, on s'est bien rendu compte que ce levier-là, il n'allait pas être fonctionnel pour nous tout de suite et il fallait trouver autre chose. Donc on a regardé pour faire du SIA, mais le problème, c'est qu'à l'époque, il fallait un peu de budget pour chauffer l'algo pendant au minimum 3 mois
Et ce budget, on l'avait pas. On était un peu en mode start-up. J'aime bien rappeler qu'on a commencé dans une cave. Il n'y avait pas de fenêtre. On était 6 dans une cave. La table de réunion, c'était un rouleau de papier bulle. Bon, c'était une cave du 1er arrondissement de Paris. Donc, c'était pas non plus la dèche. Mais voilà, on n'avait pas de budget marketing. Ok. Et finalement, le seul levier que je connaissais un petit peu, parce que ça m'intéressait beaucoup à titre personnel, Ouais. c'était le référencement naturel. Donc, on s'est naturellement mis là-dessus tout de suite. Enfin, je veux dire, 3 mois après cet échec de l'emailing. Ouais, donc tu as vraiment fait ce choix du SEO en te disant ça coûte pas cher et ça peut me rapporter des résultats. Voilà, exactement. En fait, nous, quand on s'est lancé en 2010, il y avait très peu d'acteurs sur Internet. Il y avait la place Vendôme qui commençait à arriver, mais voilà, c'est tout. Ils faisaient plus du payant que de l'organique. Tout ce qui est retail n'existait pas sur le web. Enfin, Ok. zéro budget pour eux, donc ils s'en fichaient complètement. Et il y avait eu quelques initiatives de concurrents avant nous qui n'existaient plus. Donc quand on est arrivé, finalement, on était alors tout seul, non, mais on était pas nombreux. Et ceux qui étaient là misaient pas sur ce levier parce que c'était un peu obscur. Ça reste toujours un petit peu obscur. Mais du coup, nous, on s'y est mis. Et puis, tout de suite, ça a bien fonctionné. Donc, on a capitalisé là-dessus et c'est resté dans l'ADN de la boîte. Voilà. Même encore aujourd'hui, tout le monde sait qu'on fait de l'organique et culturellement, c'est très fort chez nous. Oui, c'est intéressant que tu soulignes ça, le fait que vous êtes arrivé aussi au moment où il y avait encore pas beaucoup d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, tout le secteur de la bijouterie, l'horlogerie en ligne, enfin, tu tapes des requêtes, du coup, des mots-clés dans Google, c'est ultra concurrentiel. Montres, femmes, bijoux, colliers, etc. C'est ultra concurrentiel, il y a beaucoup de monde. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, tu vois, aujourd'hui, si c'était à refaire au vu du nombre d'acteurs qu'il y a, est-ce que tu irais quand même? Je pense que j'aurais une approche un petit peu différente. Ok. Alors, par l'expérience, maintenant, si je devais relancer une activité telle qu'elle soit, j'irais naturellement d'abord vers du paid. Pourquoi? Pour valider mon modèle. Ouais. Si je paye, est-ce que j'ai des ventes? Est-ce que mon site est suffisamment bien fait pour que les gens aient confiance, le trust et tout pour commander? Et si je vois qu'il y a de l'engouement, à ce moment-là, je peux me permettre de réfléchir, enfin déjà de calculer combien ça coûte mon coût d'acquisition en payant, et après de me dire, OK, tout de suite, peut-être pas je pivote, mais au moins, Ouais. je fais tout de suite du SEO pour voir si je peux aller diminuer ce coût d'acquisition. Mais d'abord, je commencerai par du payant pour valider mon idée. Ok, c'est intéressant. Ouais, surtout quand tu es dans des domaines ultra concurrentiels où il vaut mieux valider avant d'investir en masse et te casser la gueule, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, maintenant qu'on a finalement posé le contexte, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe du coup derrière la machine SEO d'Okara. Et du coup, peut-être on peut se le faire finalement chronologiquement. Du début où tu commences à aujourd'hui, vous avez plus de 500 000 visites en trafic organique par mois. Savoir un petit peu l'évolution. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que tu as à la fois aujourd'hui où c'est un levier important pour vous et vous avez une machine bien huilée. Et au départ, du coup, quand tu commences, qu'est-ce que tu lances? Avec quel budget? Par où tu commences? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le budget marketing, il était ultra réduit. On parle de 300, 400 euros pour la partie SEO et il devait y avoir 150 euros de plus pour payer quand même les newsletters pour la partie fidélité et puis les peu de mails qu'on avait en acquisition. Et je crois qu'on devait faire quelques petites bannières de pub à droite, à gauche, être sur des sites affinitaires aussi. Donc voilà, il y avait une enveloppe de 500 euros en tout par mois, ce qui était vraiment pas grand-chose. Et donc bien 300 pour le SEO. Alors dans les 300, comment ça fonctionnait? On avait une grosse partie qui était dans la rédaction de contenu, parce que ça a toujours été un des nerfs de la guerre. T'as beau avoir un site hyper technique et tout bien fait, si t'as pas un contenu qui plaît et puis d'aller chercher les requêtes pour aller chercher les gens, finalement, ça paye pas. Donc tout de suite, on a investi dans du contenu. Du contenu didactique, des guides, la partie blog, etc. Et nous, en interne, on se focalisait uniquement sur les fiches produits et les landing pages. On a vite compris que ce qui marchait bien, c'était aussi d'avoir un catalogue qui avait du volume pour répondre à plein de petites requêtes de longue traîne. Puisque, comme tu l'as dit, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quand même un petit peu de concurrents qui étaient là historiquement, notamment la place Vendôme. Et pour aller les batailler sur bac de fiançailles, quand tu t'appelles Van Cleef, Cartier, etc., ça reste compliqué. Même s'ils ne sont pas bons en SEO, ils ont fait des progrès, mais ils n'étaient pas bons à l'époque, c'était quand même compliqué. Donc nous, ce qu'on avait décidé, c'est d'abord de commencer par se focaliser sur la longue traîne, donc plutôt les fiches produits, et la middle trend, donc des mots-clés à 2-3 occurrences, bac de fiançailles saphir, bac de fiançailles diamant, etc. Et pas des génériques. Donc ça a été nos premiers chantiers. La partie technique, on faisait vraiment la base, on ne poussait pas à optimiser, on se concentrait pour faire grossir le plus possible le catalogue, pour tout de suite exister aux yeux
de Google principalement, mais aussi de nos clients pour que si on arrive à avoir quelqu'un qui vient sur notre site, qu'il puisse repartir avec le produit qui lui plaît. Et tu vois, du coup, c'est intéressant de voir les premières actions que vous avez mises en place. Et du coup, toi aussi, avec les années, au fil des années, les apprentissages que tu as eus, c'est quoi, selon toi, les plus grosses erreurs des boîtes en SEO? C'est pas évident parce que je vois passer pas mal d'erreurs. Il y a toujours un problème sur la partie technique. Ouais. C'est-à-dire que généralement, on a un site, on va le faire, il y a le consultant SEO ou la personne interne qui va bien faire le job, sauf qu'avec le temps, il y a des modifications qui sont faites, etc. Et en fait, la partie technique, elle perd en efficacité. Donc ça, c'est un premier point, c'est que c'est pas assez suivi, cette partie-là. Ouais. Et même encore chez nous, avec notre ADN très fort en référencement naturel, des fois, quand on relance un crawl et qu'on regarde les résultats, on se dit « Ah, tiens, c'est bizarre, depuis quand c'est comme ça ? Ah, ça fait 1 an ? Ok, on l'a pas vu passer. » Donc, il y a toujours cette partie-là qui est sous-cotée dans le temps. La deuxième partie, c'est généralement le maillage interne qui est généralement catastrophique sur les sites et notamment sur les sites e-commerce parce qu'on a des méga menus dans tous les sens, on dilue tout le pouvoir que nous donne Google en le répartissant partout sur toutes les pages, etc. Ça n'a pas de sens pour Google, c'est cool pour le visiteur mais ça n'en a pas pour Google et donc ça c'est vraiment une erreur très commune. On va dire que je pense qu'il y a 8 commerçants sur 10 qui font cette erreur. Et est-ce que tu peux peut-être nous redéfinir ce que c'est le maillage interne et peut-être nous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire pour que ce soit concret pour nos auditeurs? Parce que maillage interne, c'est un mot qu'on entend beaucoup en SEO. Tout le monde a l'impression de le maîtriser, mais la réalité est bien souvent différente, notamment chez les e-commerçants où c'est plus complexe, je trouve. Alors, le maillage interne, c'est la façon dont le visiteur et Google naviguent avec des liens internes sur ton site. Donc, quand tu es sur une home et que tu as un menu, par exemple, montre, bijoux, mariage, naissance, baptême, et ces liens-là et les liens que Google suit juste après, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Et en fait, sur un site e-commerce, généralement, le menu, il est répété sur toutes les pages, le footer est répété sur toutes les pages. Et donc, ça veut dire que sur des pages business importantes, tu vas faire des liens vers des pages qui le sont beaucoup moins en termes de référencement, notamment les CGV, etc. Et il y a aussi une notion sémantique. C'est-à-dire que quand tu parles de montre, idéalement, il faut que tu fasses naviguer Google dans un univers qui reste proche de la montre sans l'envoyer sur l'univers baptême qui n'a rien à voir. Et en fait, les méga menus, quand on les met sur toutes les pages, si tu affiches le code source ou un rendu Google d'une page qui parle de montre, tu vas t'apercevoir, tu vas avoir tout un tas de liens qui parlent de baptême, de guide de baptême, etc. Et donc, qui viennent interférer dans cette sémantique qui doit rester forte sur la partie montre. Donc, il y a plein de techniques c'est un peu technique, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail, mais il y a plein de façons de faire pour un peu travailler ce maillage interne. En e-commerce, déjà, à la base, c'est d'avoir des mères et des filles. Donc, c'est-à-dire que quand je rentre dans montre, je dois avoir des liens qui descendent dans les niveaux inférieurs vers les montres femmes, de montres femmes, montre femme automatique, etc., etc. Et puis, pour contrôler ce pouvoir qui vient de la home page et qui se dilue sur toutes les autres pages, on peut faire soit du cloaking, soit de l'obfuscation. Donc, c'est une technique qui permet de laisser les liens pour les visiteurs. Donc, le visiteur, il aura toujours son méga menu parce qu'un visiteur peut très bien avoir envie, en regardant des montres, de dire tiens, qu'est-ce qu'ils font en bijoux? Et donc, il faut bien lui faire son lien vers les bijoux. Mais par contre, de les masquer aux yeux de Google. Comme ça, Google comprend bien qu'il y a un univers autour de la montre, il y a un univers autour du bijou et que c'est plus ou moins imperméable. Ok, très clair. Et il y avait une dernière erreur, je crois que tu voulais nous partager? Ah oui, la plus courante, et ça m'arrive quand des fois j'ai des commerçants qui m'appellent pour me dire Grégory, je comprends pas. Là, j'en ai un, il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 mois, il m'appelle, il me dit je comprends pas, je remonte pas du tout sur scrapbooking, pourtant j'en fais un paquet. Et donc j'ouvre son site, je regarde son site, et à aucun moment il y a le mot scrapbooking. Ça paraît idiot, mais en réalité, les gens choisissent très mal les occurrences sur les landing pages, sur leur catégorie. Parfois, ils sont pas assez précis pour Google. C'est-à-dire que eux, ils vendent des bijoux diamants, par exemple des bagues diamants, ils pensent qu'ils sont spécialisés dans le diamant, par exemple, et ils vont mettre bague. Alors que pour Google, bague, c'est hyper générique. C'est pas du tout le terme qu'il faudrait utiliser pour être précis pour les produits qu'ils renvoient. Et du coup, soit on est trop vague, et là, c'est hyper générique et donc hyper concurrentiel. Et puis en plus, les gens ne cherchent pas forcément bague tout court. Ouais, et faire vraiment en sorte que tu aies une cohérence entre ce que la personne cherche et ce qu'elle va trouver en arrivant sur ton site internet, à la fois pour la personne pour que ce soit fluide, mais aussi pour les robots de Google pour qu'ils puissent capter que du coup on est bien dans la même thématique et que tu réponds bien à l'intention utilisateur. C'est ça. Et puis là, en discutant avec toi, je vois même qu'il y a une quatrième erreur qui pourrait se faire, qui est
très proche de celle-ci, et qui est une erreur que nous, on a fait, donc je peux en parler assez librement. C'est quand tu commences, quand on a commencé, nous, on a bien vu qu'il y avait des termes qu'on ne pouvait pas aller chercher. Typiquement, bag, c'était trop dur. Donc, on a architecturé le site pour les mots-clés, ce que je te disais, middle trend, donc ça va être bag, fiançailles, saphir, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu as ce poids qui te permet d'aller chercher les génériques. Ouais. Et nous, une des erreurs, c'est qu'on a trop tardé. On a continué à faire du middle. Et puis, en fait, on était légitime pour aller chercher des mots-clés qui étaient plus génériques. Okay. Et donc, on a tardé à faire cette restructuration du site pour donner du poids à des mots-clés de type montre, de type bague, de type bijoux, etc. Et du coup, ce serait quoi ta reco là-dessus? J'allais te demander comment est-ce que tu fais pour trouver le bon moment, mais je pense que tu peux pas le trouver, c'est qu'en testant. Peut-être du coup essayer à des temporalités différentes d'aller chercher des plus gros mots-clés et voir si on arrive à se positionner dessus. Ouais, alors nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vraiment architecturé excuse-moi, le site. C'est-à-dire qu'il y avait même des landing pages qu'on n'avait pas faites parce qu'on savait qu'on pouvait pas y accéder. Et en fait, je pense qu'en soi, c'est déjà ça une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais le refaire, je ferais quand même la landing page montre. Oui, je n'y apporterais pas forcément une intention bien particulière, mais par contre, elle serait là. Ce qui m'éviterait de faire un pivot plus tard. Elle serait déjà là, puis quand ça prend, je le verrai tout de suite. Ouais, et peut-être pour repréciser, quand tu parles de landing page, en fait, c'est que tu as une page qui va être dédiée à chaque mot-clé. Voilà, c'est ça. Une landing page sur un site e-commerce, c'est une catégorie de produits. Ouais, ok, très clair. Ou une collection. Trop cool. Et du coup, ça m'intéresse maintenant qu'on rentre dans le détail des différents chantiers que vous avez mis en place au cours de ces 10 dernières années. Donc, on ne va pas se refaire les 10 dernières années parce que sinon, on aurait un épisode très long. Mais on s'était dit en plus que ça pourrait être cool de partager, non pas peut-être par pilier, comme du coup, on le fait souvent, la partie technique, contenu et la partie netlinking, mais plutôt que toi, tu nous sélectionnes 2-3 gros chantiers que vous aviez, que tu puisses nous partager un petit peu quels étaient les objectifs, avoir des exemples d'actions et concrètement ce que ça a donné. Ouais, alors c'est intimement lié avec ce que je viens de te dire avant. C'est-à-dire que l'un des plus gros chantiers, nous, on avait installé notre CMS, qui est PrestaShop. On a fait notre référencement naturel. J'avais déjà un background à l'époque, mais qui n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, on a toujours beaucoup de choses à apprendre, mais j'avais un gap à franchir. Et donc, on avait architecturé les URL d'une certaine façon. Donc, à l'époque, ça devait être okara.com/ bag fiançailles / bag saphir, tu vois. Donc, en fait, c'était des répertoires, des sous-répertoires. Et au bout de ce sous-répertoire, on avait notre URL de produit. Et on s'est très vite rendu compte, en faisant grandir le catalogue, qu'un produit pouvait être à plusieurs endroits et que ça créait un espèce de duplicate content. Et en plus, ça posait problème lorsqu'on déplaçait un produit. On se disait, celui-là, il doit être aussi là. Quelle est la catégorie par défaut la plus pertinente? Et quand on changeait la catégorie par défaut du produit, ça le changeait de répertoire. Et à l'époque, il n'y avait pas la balise canonicale qui arrivait un tout petit peu après, mais on n'avait pas cette première balise. Donc, l'un des premiers jobs, ça a été de prendre les produits et de les mettre à la racine, entre guillemets, de faire okara.com / nom du produit.html. Donc ça a été un gros boulot parce qu'on avait déjà beaucoup de produits. Je pense qu'à l'époque où on l'a fait, on devait déjà avoir 10 000 produits. Donc on avait scripté ce Jérôme, notre dev, avait fait en sorte que tout se passe bien au niveau redirection, mais c'est quelque chose qui était assez... on avait un peu peur quand on l'a fait, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait réagir. C'est vrai que dans l'idée théorique, c'est bien d'avoir l'URL du produit directement dans sa bonne catégorie pour faire un espèce de compréhension pour Google. Donc ça, c'est vraiment la théorie. En pratique, finalement, il n'y avait aucun risque, mais on a eu peur à ce moment-là. Et peu de temps après, on a fait le même job sur les catégories. C'est-à-dire que plutôt que les avoir en répertoire, sous-répertoire, sous-répertoire, comme nous, on créait souvent des nouvelles landing pages ou qu'on les renommait pour les optimiser, on les faisait bouger. On les faisait bouger d'univers. Parce que parfois, une bague, ça peut être aussi une alliance. Tu vois, il peut y avoir un pendentif, si la combinaison d'une chaîne, c'est un collier. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et donc, on bougeait souvent et les produits, mais aussi les catégories. Et donc, comme elles étaient en sous-répertoire, à chaque fois, il fallait faire des redirections 301 pour que Google, qui avait l'ancienne page dans ses résultats de recherche, tombe sur la nouvelle page. Et en même temps, s'il y avait des backlinks à l'époque sur ces landing pages, rediriger le jus. Donc, ça a été un plus gros chantier que les produits. Parce que les produits, en fait, c'était un script, c'était une fois et basta.
Pour les catégories, sous-catégories, ça a été plus compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un backlink qui arrive sur une page, que tu enlèves cette page ou la renommes, etc., et que tu fais une 301, en réalité, tu gardes pas ton backlink à 100%. Tu perds Ok. 30, 20, de 20 à 40% de la puissance que le lien t'envoyait. Et nous, vu que c'était important, c'est un gros chantier parce qu'on a contacté tous les gens qui nous faisaient des liens. Et on les a pas harcelés, mais on les a fortement relancés pour qu'ils modifient à chaque fois les liens qu'ils faisaient vers la nouvelle URL qui n'avait pas de sous-répertoire, etc., etc. Donc ça a été un gros job et ça pouvait pas se scripter. Donc ça veut dire qu'on avait peut-être à l'époque 200, 250 catégories. On a dû les faire une par une. Et puis on a commencé aussi par des pans de sites parce que là encore, on avait un peu peur. Le référencement naturel, à cette époque-là, ça devait représenter peut-être 60% du chiffre d'affaires, peut-être même plus. Donc, chaque erreur te coûte cher. Coûte très cher. Là, on parle de salaire des gens, de payer les gens, etc. Donc, il fallait faire attention. Et donc, on faisait étape par étape, catégorie, enfin, univers par univers. On regardait comment ça fonctionne, etc. Et ça, d'ailleurs, on a gardé ce fonctionnement. C'est-à-dire que chaque modification sur Okara, elle est d'abord sujette à un test sur un univers. Et on voit comment ça réagit. Si c'est bon, on le généralise. Ouais, ça te permet de minimiser les risques et de voir si ça prend, tu déploies. Et si ça prend pas, tu fais machine arrière et tu trouves autre chose pour que ça marche, quoi. Ouais, exactement. Et j'allais dire, juste pour repréciser, quand tu parlais de backlinks, donc c'est des liens entrant sur ton site internet, c'est d'autres sites internet qui vont faire des liens vers ton site. Et du coup, en effet, si la page vers laquelle ça renvoie n'est plus disponible, il faut que tu puisses les contacter pour qu'ils refassent des liens vers les bonnes pages. Et voilà, exactement. Et ça, c'était un chantier. Tu vois, dans les chantiers, il y avait aussi la partie popularité d'Okara. Qui renvoie au premier échec cuisant d'avoir envoyé plein de mails et puis que personne nous fasse de commande. Et bien ça, la popularité, on a dû la bosser d'abord avec un prisme client, cette fois-ci, pas non plus que SEO, c'est-à-dire essayer d'avoir des publications qui soient de type branding, donc avec des citations d'Okara, etc. On est allé... et puis le netlinking, ça a quand même un coût. Tu as une typologie de netlinking qui s'appelle le ninja linking qui permet d'avoir des backlinks sur des spots qui sont gratuits ou très très peu chers, mais en général gratuits parce que c'est des sites qui ont mal sécurisé leur formulaire et tu peux laisser des messages qui apparaissent sur le site avec des liens qui pointent vers toi ou des forums si tu automatises un peu. Bon, on a fait toutes ces premières techniques pour essayer de gagner en popularité aux yeux de Google, mais aussi pour celles qu'on payait aux yeux des clients. Et ce qui était bien à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais que les plateformes où tu peux acheter des liens, en fait, ils ont des entrées dans chaque magazine. On va dire, par exemple, je sais pas, un gros média féminin, pour pas en citer. Moi, je les contacte en direct en tant que directeur marketing. Je leur dis, je voudrais faire un public rédactionnel. Ils vont me dire, c'est 3 000 €. Par contre, si tu passes par la plateforme de netlinking, c'est plus 3 000, c'est peut-être 800. Et il faut faire en sorte que ton sujet inclue ta marque sans qu'elle soit ostentatoire pour pas se faire refuser et qu'il y ait une barrière à l'entrée. Donc, ce qui nous a permis pendant un certain temps d'avoir des publications sur les sites médias à coût vraiment très raisonné. Ok, super intéressant. Et tu vois, quand tu parlais du coup justement de toute la restructuration des URL, ça a donné quoi? Du coup, ça m'intéresse de savoir l'avant-après. Est-ce que vous avez gardé du coup cette pratique-là? Oui, alors toutes les modifications qui ont été faites ont toujours été porteuses. Ouais. Ce qui est assez compliqué, et ça, il faut être honnête, et je crois que c'est le but de ton podcast d'être honnête, donc allons-y. En fait, je ne pourrais pas te dire si c'est parce que c'était une bonne idée. Alors, avec du recul, c'est une bonne idée, mais à l'époque, on faisait 25% de croissance chaque année, donc ça veut dire que du trafic en plus. On avait déployé aussi du payant. Donc, si tu veux, on commençait à avoir de la légitimité qui fait que la modif, elle passe. En fait, si elle passait moyen, vu que tu es en croissance, tu pouvais difficilement le voir. Alors après, on pense qu'on a bien fait. Tu vois, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile à mesurer à cette époque-là. Ouais, c'est du coup là, on appuie sur un point intéressant qui est de se dire c'est super difficile de savoir quand tu as une augmentation de croissance, précisément à quoi c'est dû. Oui, peut-être que mon optimisation SEO a eu un impact. De là à attribuer tout le mérite à cette optimisation-là, tu sais pas trop. Donc du coup, tu as aussi une partie quand même data avec des tendances, mais tu as aussi une partie intuition et vision long terme de voir est-ce que ça porte ou pas, quoi. Oui, et c'est aussi tout le problème du SEO, c'est que tes modifications ne sont pas toutes prises en compte au même moment par Google et donc tu ne sais pas quelle modification apporte le bénéfice ou d'ailleurs le malus que tu peux avoir. Est-ce que c'est une vraie update de Google? Est-ce que c'est
Est-ce que en faisant une modif, tu as validé un corpus sémantique qui te permet de remonter sur un mot-clé? Est-ce que parce que c'est les backlinks que tu as fait il y a 3 mois qui payent? Ouais. Donc, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça que nous, on isole à chaque fois nos tests pour les faire que sur un univers où, typiquement, on fait rien. Par exemple, là, en ce moment, on refait les textes de landing page parce qu'on voit bien que aujourd'hui, il faut placer des mots en plus qui n'existaient pas finalement, ou des marques qui n'existaient pas dans le temps, et qu'aujourd'hui, si tu les as pas sur ton site, tu n'es pas légitime aux yeux de Google. Donc, il faut refaire ces textes. Mais en parallèle, on s'est rendu compte que nous, on avait tout fait au singulier sur notre site. Tu vois, la rubrique bag, c'est bag sans S, parce que à l'époque, il fallait faire sans S. Pour Google, c'était un mot-clé différent, celui avec un S, qui était généralement moins tapé par les visiteurs, et donc il y avait moins de trafic. Aujourd'hui, c'est plus totalement vrai. Et puis surtout, ça fait moche sur un site peut-être au singulier. Ouais. Donc on aimerait bien repasser au pluriel pour qu'on soit au moins bien orthographié sur le site pour les clients. Et donc ça, on va dissocier. Donc là, on est en train de faire le test de pluriel sur un univers où on n'a pas modifié les textes pour vérifier quelle action fait quoi. Sinon, c'est impossible de le faire. Oui, c'est là, du coup, hautement intéressant qui est que tout est évolutif et c'est pas parce que tu as mis en prod une optimisation et que tu as eu des résultats à un instant T que 3 mois, 6 mois, 3 ans après, elles vont toujours être valables. Donc, tu as toujours ce truc où il faut relancer la machine continuellement, quoi. C'est ça. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir une équipe de dev en interne. Donc, on peut faire ce fameux « modifie-moi les URL sur une partie du site, mais pas le reste sur l'autre ». Parce que dans les CMS, généralement, c'est modifie-moi la structure et ça la modifie partout. Et c'est d'ailleurs, tu me demandais tout à l'heure des erreurs que peuvent faire des éditeurs ou des e-commerçants. C'est pas de leur faute, mais typiquement, ça, c'en est une. C'est-à-dire que le consultant, il va arriver avec des recos, ou même en interne, ils vont arriver avec des recos, ils vont dire, ils vont faire ça. En fait, la modification, elle peut être appliquée à tout le site. Or, tu sais pas si ça fonctionne sur tout le site. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que nous, on fait en 2 étapes. Ouais, et surtout quand tu sais que l'impact que ça peut avoir quand le SEO fait partie de tes principaux canaux d'acquisition. Comme tu disais, vous, à l'époque, ça représente 60% de ton CA. Si ça pète, ça crache tout le business, quoi. Ouais, exactement. Et donc, donc on avait dit, premier chantier, il y a eu du coup la partie structure des URL. Deuxième chantier qui s'est greffé, la partie netlinking, backlink, popularité, faire en sorte qu'il y ait un maximum de sites internet qui parlent de vous, à la fois en allant à la pêche avec des vrais, du coup, j'ai envie de dire, clients qui parlent de vous et faire en sorte que vous existiez. Et du coup, des techniques plutôt qui sont liées à la partie backlinks, d'achat de liens sur des plateformes. Oui, exactement. Et puis, il y a un troisième chantier qui a été celui de l'éditorial. Parce qu'en fait, on a été très bon en éditorial lorsqu'on a commencé. Ouais. Et après, on a commencé à avoir une telle volumétrie de produits faut suivre. qu'il a fallu créer beaucoup de landing pages. Et en fait, on s'est focalisé énormément sur tout ce qui était typique d'un site e-commerce, c'est-à-dire catégorie produits, homepage, etc. Et on en a peut-être un peu oublié avec le temps la partie, alors non pas magazine, parce que ça, on l'a toujours eu, mais la partie guide d'achat. Qui servait à la fois en référencement, mais surtout pour que le client puisse convertir. Donc ça, c'était un chantier qui a été peut-être un petit peu tardif aussi chez nous. Ouais, et ça aussi, ça a été évolutif aussi, je trouve, au niveau de la partie éditoriale, notamment sur les e-commerce et tout. Moi, j'ai un peu cette image. Alors, je suis pas méga calée sur le sujet, mais tu vois, du e-commerce avec la catégorie, le gros pâté de texte, du coup, bourré de mots-clés. Là, aujourd'hui, on a passé cette étape-là avec des guides d'achat, des contenus beaucoup plus poussés, à la fois en termes de contenu et d'expérience aussi utilisateur. Si tu as un pâté de texte et à l'inverse, si tu as une page super bien structurée avec un sommaire, etc., ça fait la diff, quoi. Oui, exactement. Et c'est assez difficile en fait de suivre ces transitions en référencement naturel. C'est vrai que nous, si tu surfes sur Okara, tu verras qu'il y a des pages où il y a ce texte qui n'en finit plus, que personne ne lit à part Google. Donc oui, il y a un vrai job ergonomique à rajouter les guides, à ce que ça soit un petit peu intéressant. Et puis là, tu vois, dans les tests qu'on doit faire, on va essayer d'en masquer une partie. Parce que c'est vrai, on sait qu'aujourd'hui, on peut assez facilement masquer avec des petits ascenseurs, tu vois, qui sont en HTML et pas en JS, qui permettent de masquer le contenu, d'afficher que quelques lignes et puis tout le reste. Bon, on le sait, c'est pareil dans la théorie, ça fonctionne. On dit oui, Google le voit, ok. Maintenant, il faut le tester. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'on doit tester sur certains univers où on a fait d'autres tests pour vérifier qu'on peut le faire. Et donc, garder visible le contenu qui a du sens pour le visiteur et pas ce texte qu'on n'a pas. Mais c'est vrai que la tendance, c'est plus à aller chercher ces kilomètres de texte. C'est plutôt d'aller chercher des informations courtes. Mais il faut toujours valider ce fameux corpus de mots. C'est-à-dire que Google attend un certain nombre de mots sur une requête et il faut les avoir. Et malheureusement, pour les avoir, il faut du texte.
Et donc, c'est difficile de s'en passer encore. Ouais, du coup, ça devient de plus en plus difficile et d'autant plus pour vous où plus tu as un volume de références important, plus après, en termes de déploiement, ça demande un travail de titan, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, bon, c'est vrai qu'on tend vers un monde où l'IA peut Mm. nous aider un petit peu, mais pour nous, encore une fois, nous, on est un peu moins de 50 salariés. Mm. Si on rate quelque chose, parce qu'on le fait de manière générique sur tout le site, sans test, via l'IA, Ouais. on peut avoir des surprises. Et notre Mm. job, c'est d'avoir des clients, mais c'est aussi de garder nos salariés et que la boîte grandisse. Donc, on ne prend Bien pas sûr. de risques inutiles. Et justement, tu me fais une bonne transition. Je voulais te poser une question sur l'IA, savoir vous utilisez comment l'IA chez Okara sur la partie SEO? Alors, on l'a. Moi, j'ai été. Alors, pourtant, je fais beaucoup de veille, beaucoup de tests. J'adore tout ce qui est nouvelles technologies et surtout tout ce qui peut faire gagner du temps. Ouais. Donc, quand c'est sorti, je m'y suis beaucoup intéressé. Alors, je m'y intéresse toujours beaucoup. Mais par contre, j'ai été assez. J'ai pris beaucoup de recul sur le sujet parce que il y a 2 ans, quand ça s'est lancé, les contenus qui sortaient étaient des contenus moyens. Parce que l'IA, elle doit satisfaire le plus de gens possible. Donc, elle écrit dans un langage qui est moyen pour que ça soit compréhensible par le plus grand nombre. Et surtout, elle s'appuie sur des choses qu'elle a déjà vues en ligne et qu'elle réécrit, quoi, finalement. Tu vois. Donc, c'est des contenus qui ne sont pas mieux qu'un autre. C'est des contenus qui sont moyens. Mais comme un rédacteur qui n'est pas bon. Enfin, tu vois, c'est pas l'IA spécialement, c'est la façon dont c'est fait. Aujourd'hui, par contre, quand on a des bons prompts et qu'on l'agrémente de data externe, j'en sais rien, par exemple des guides sémantiques de chez Yotex Guru avec les entités nommées à mettre dedans, etc. Ou de data qui viennent de chez toi, tes marques, celles qui marchent le mieux, etc. Et ben oui, tu peux faire des textes qui sont vraiment cool à lire et puis qui performent. Donc c'est quelque chose qu'on inclut de plus en plus, mais on a encore une fois, c'est des textes qui ont vocation à être lus par des humains. Enfin, on est un site e-commerce qui fait 20 millions. Oui, le footer, c'est des textes à kilomètres que personne ne lit, mais si j'ai un client qui le lit, il faut qu'il se dise pas, tiens, Okara, c'est pas ouf ce qu'il raconte. Du coup, ça me fait pas trop confiance, du coup, j'achète pas. Donc, on fait hyper attention. On l'utilise pour nous faire des trames, on l'utilise, tu vois. Aussi, ça nous aide à faire les fiches produits. Aujourd'hui, on fait des fiches produits. Alors, pas toutes les fiches produits, mais on a un gros paquet de fiches produits qui est généré avec l'IA. Mais c'est quelque chose qu'on a adapté à nos besoins avec nos data. Ouais, et toujours avec parcimonie de se dire, on n'y va pas à fond, on y va tranquille avec précaution et on fait les choses bien, on fait pas full IA, quoi. C'est ça, et surtout lecture systématique. Ouais, ok, trop bien. Et du coup, justement, tu me parlais aussi de la R&D que tu fais, et ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on voit pas, ou du moins dont on parle pas beaucoup, je trouve, chez les marketeurs, parce que tu as ce truc de oui, ok, on lance des actions, on teste, on voit si ça marche pas, mais ce travail de veille, R&D, il est souvent un petit peu mis de côté. Or, moi, je suis convaincue que ça peut énormément apporter du coup dans ton job, et je sais que toi, tu es vraiment à fond sur le sujet, donc ça m'intéresse, tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience? Je sais pas quand est-ce que réellement je me suis mis à faire de la R&D, je pense que c'est depuis toujours. Parce que j'ai toujours aimé tester des choses en parallèle du job que j'étais en train de faire. À titre personnel, j'éditais des sites pour... je sais pas, je commençais à voir que des gens gagnaient de l'argent avec de la vente de liens. Je me suis dit, comment ça fonctionne? Je me suis mis à monter mes propres sites, etc. etc. Donc, j'ai toujours fait des petites choses à côté qui me permettent de faire des tests. Et après, j'ai vite compris qu'il y a des choses qui étaient d'un autre univers, qui étaient toujours réplicables pour ton propre site. Et donc, ça me prend quand même du temps. Je pense que... Je ne sais pas si on peut parler d'une journée par semaine, mais je pense qu'on n'est pas loin sur la R&D. Le problème, c'est que il y a souvent 90% de déchets de ce que tu fais dans la R&D. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Mais par contre, parfois, tu as ces petits 10% qui te permettent de mettre en place sur ton site et d'avoir un élément que tes concurrents n'ont pas encore et d'être premier, d'avoir un avantage concurrentiel qui est fort, ou alors un gain de productivité. C'est pas forcément, être meilleur que tes concurrents, mais ça peut être aussi, tiens, j'ai détecté qu'il y avait, dans ce secteur, il y a des gens qui font comme ça. Est-ce que c'est applicable chez nous pour faire gagner du temps aux gens? Et oui, ça l'est. Donc oui, j'en fais pas mal. Moi, j'ai une équipe dev très très chargée. Donc aujourd'hui, il y a des boîtes qui peuvent nous aider à faire ça. Il y a aussi du no-code qui nous permet de tester des choses.
de mettre à la poubelle tout ce qui ne marche pas sans se dire, tiens, ça nous a coûté une fortune, j'ai monopolisé 3 jours de dev. Ouais. Et puis, ce qui fonctionne, du coup, on l'applique. Donc, on l'a d'abord fait pour le référencement naturel, parce qu'en réalité, tout le monde a les mêmes règles. Quand on a commencé, il n'y avait pas de documentation. Aujourd'hui, il y a du contenu et par Google. On va dire que 80% des bonnes pratiques, elles sont quand même annoncées par Google. Tu vois, il y a des super... en France, on a la chance, on a Abondance, qui est un super magazine qui parle de référencement naturel. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a des formations... Aujourd'hui, pour 300, 400 euros, tu as des formations où tu apprends 80% du job. Donc, ça, c'est vachement démocratisé, le contenu. Il y a beaucoup de choses très bien faites. Le référencement, c'est d'aller chercher les 20% qui ne sont pas dans les docs. Donc, c'est se former et surtout faire des tests. Et faire des tests surtout en discutant avec des gens qui n'ont rien à voir avec ta thématique ou qui n'ont même rien à voir avec le e-commerce. Moi, j'apprends beaucoup justement avec des éditeurs de sites web classiques, de médias, etc. Comment ils gèrent leur pagination, comment ils gèrent le fait qu'ils ont une grosse volumétrie. Et en fait, finalement, on se dit c'est pas pareil qu'un site e-commerce, mais en fait, en réalité, aux yeux de Google, il n'y a que la partie intention qui change. Il y en a une qui est commerciale, l'autre qui est informationnelle. Mais finalement, ça reste de la volumétrie, il y a de la pagination, il y a des titres, etc. Donc, c'est intéressant. On le fait maintenant sur le paid. J'ai essayé par tous les moyens d'ouvrir TikTok Shop avant tout le monde pour essayer de tester. Bon, c'est compliqué, donc on est en train de valider le compte seulement maintenant. Maintenant que c'est ouvert à tout le monde, c'est triste. Mais voilà, on essaye de... On a été l'un des premiers à aller chercher du trafic sur Pinterest. Donc, on essaye beaucoup de choses. Et après, ça nous donne un petit avantage concurrentiel, surtout qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment très concurrentiel. Ouais, et là, ce que je trouve trop intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, toi, tu es cofondateur de la boîte, tu as une équipe aussi, tu disais, marketing, de dev, qui t'aide à gérer tout ça, mais pour autant, tu mets les mains dedans, en fait. Tu n'es pas dans ta tour d'ivoire, enfin, tu fais les choses et tu mets les mains dedans, et du coup, ça te sert aussi dans ton job au quotidien. Je sais pas, du coup, aujourd'hui, combien vous êtes dans l'équipe. Enfin, ça, je trouve ça, c'est pas courant. Dans mon bureau, on est 7. Et c'est vrai qu'on essaye... Alors nous, on est doueurs. Ce qu'on appelle doueur, c'est-à-dire qu'on fait quasiment tout en interne, à l'exception de quelque chose où on n'a pas le savoir-faire et donc on le sous-traite. Mais même quand tu sous-traites quelque chose, et c'est vrai que c'est un peu différent de l'image qu'on peut avoir du manager ou du directeur qui doit être dans son bureau, loin de ses équipes, à donner les ordres et les autres font, c'est que chez Okara, chacun des associés, des directeurs, connaît parfaitement le job qu'il doit faire et le job de ses équipes. Surtout. Parce que comment tu veux contrôler quelque chose si tu ne sais pas comment le faire? Comment quelqu'un va me dire tiens, on a un taux de rebond de 80%, mais on s'en fiche, c'est pas grand-chose. Tu vois? Comment ça, c'est pas grand-chose? Moi, je sais que c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois? Donc, c'est d'abord... Alors, ce n'est pas par un manque de confiance. C'est que moi, j'aime bien savoir faire ce que les gens font. Carrément. Bien sûr, je ne sais pas développer comme un développeur. Mais par contre, je peux parler avec lui. J'ai aucun problème à parler avec lui, à lui faire mes demandes, à lui expliquer. Quand il me parle de techno, je peux comprendre. Et d'ailleurs, il m'aide aussi à comprendre quand parfois je suis largué. Mais ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, récemment, on voit bien qu'il y a, sans rentrer trop dans le détail, mais il y a des choses qu'on a sous-traitées. On s'est bien aperçu que... on était la tête dans le guidon sur autre chose. Ça, on l'a laissé un peu de côté, on a fait confiance et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément hyper bien fait. Et du coup, là, on réinternalise pas. Par contre, j'ai une collègue qui se prend des formations depuis 2 mois pour se mettre à niveau sur le sujet et pouvoir discuter avec le gars en face. Et quand il nous dit quelque chose, de ne pas croire que c'est la vérité. Exactement. Il ne faut pas oublier que sur un panel de consultants, agences, etc., il y en a quand même un paquet qui ne sont pas forcément très bons. Donc, il faut au moins pouvoir les challenger. Ouais, carrément. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet parce que, tu vois, moi aussi, donc j'accompagne mes clients sur Google Ads et ceux avec qui ça fonctionne le mieux, c'est ceux qui sont super impliqués, que je forme, qui vont avoir les bases. Et en fait, c'est ce que je leur dis, ça nourrit l'échange. Moi, je suis carrément OK d'être challengée. En fait, j'arrive avec ma proposition de plan d'action, toi avec ton regard extérieur et les bases que tu as. Comment est-ce que tu fais pour me challenger, nourrir l'échange? Et je trouve que c'est ce qui fait que tu en ressors avec de quelque chose du coup de beaucoup plus performant derrière parce que tu as eu aussi cet échange-là, VS, où tu peux avoir ce truc où si la personne est un peu néophyte sur le sujet, en fait, tout ce que tu proposes sera forcément accepté. Ça ne veut pas dire que du coup, ce que tu as proposé était nul, mais moi, je trouve que je pars du principe que quand c'est challengé et que du coup, tu as un échange et un peu un jus de cervelle collectif, ce qui en ressort est toujours meilleur. Ouais, je valide, clairement.
Et du coup, pour revenir sur le sujet de la R&D, est-ce que tu aurais un petit exemple à nous donner, peut-être, de recherche que vous avez fait, je sais pas, en sous-marin et qu'après vous avez pu mettre en prod, du coup, sur le site internet pour que nos auditeurs puissent, avoir un peu une idée? Parce que je sais que ça peut être un peu, abstrait pour, les moins techniques, d'entre nous et moi la première. Oui, alors il y en a une qui est en prod en ce moment, qui est pas, la plus lucrative, tu vois? Qui fonctionne, mais qui est pas en termes de résultats, incroyable, mais on l'a et c'est un avantage sur nos concurrents, donc on va la garder. C'est que, ben, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait toujours un délai entre un magazine qui parle d'une montre, le fait qu'on se rende compte qu'il parle d'une montre, qu'on vérifie qu'on l'ait en stock, enfin, Ouais. qu'on l'ait sur le site et du coup qu'on fasse une annonce payante parce que le Mmh. magazine en a parlé et qu'il OK. faut être tout de suite là si jamais la personne a la recherche. Il ne faut pas oublier que, ok, on se débrouille en référencement naturel, mais il y a des fois, et dans la vie de toute une boîte, ça fluctue, il y a des Mmh. fois où on est moins bon que les autres. Ouais, puis vu le nombre de produits en plus, ouais. Exactement. Donc, on a fait il n'y a pas longtemps avec une boîte qui est spécialisée dans le no-code, et par qui je passe quand justement pour faire cette R&D. On a fabriqué un petit programme tout simple qui agrège tous les flux RSS de tous les blogs horlogers français. Et à chaque news, ça vérifie si chez moi, j'ai la marque. Mmh. Si j'ai la marque, ça OK. vérifie dans Google en utilisant une API si jamais j'ai le produit. Et si jamais j'ai le produit, on envoie à l'API de Google OK. Ads pour créer une annonce stricte Mmh. sur la référence ou le nom du modèle. Donc, si un blogueur parle d'une montre Mmh. et que je l'ai, j'ai automatiquement une annonce qui se crée pour être tout de suite là. Si jamais le blogueur, OK. enfin, si la personne qui lit se dit tiens, il y a une nouvelle montre qui est sortie chez lui, et puis qui va dans Google et qui dit tiens, je vais aller voir qui la vend, tac, 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 et ben au moins je suis tout de suite présent Mmh. en annonce textuelle et en shopping sur cette montre. Trop intéressant. Après, est-ce que c'est hyper rentable? Non, c'est pas hyper lucratif parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui font cette même démarche tout de suite, à l'instant, Mmh. etc. Donc c'est diffus dans le temps. Du coup, il y a une perte de tracking après par la suite, il y a des Mmh. rebonds, etc. Donc c'est difficile de savoir si c'est vraiment cette action, mais on voit que ça génère quand même du trafic. Mmh. Donc on la laisse, ça ne nous coûte rien. Ouais. L'automatisation coûte pas Mmh, grand-chose. mmh, Donc c'est en place, on n'y touche pas. mmh, C'est rentable, mais c'est pas un x4 sur ouais. mon chiffre d'affaires. Et en même temps, le jour où tu as une grosse, retombée presse, qui était pas prévue et ça tombe sur, le bon produit, tu es content de l'avoir et là, ça va faire toute la différence, quoi. Ouais, ouais, exactement. Alors, la vraie question, c'est pourquoi j'ai pensé à faire ça. Mmh. Et Oui, c'est tu vois, c'est qu'à un moment donné, quand il y a la reine d'Angleterre est décédée, ouais. et on pourrait se dire quel rapport avec Okara? Aucun. Et en fait, je le savais même pas moi, je vendais une montre Swatch à l'effigie de la reine d'Angleterre. Sauf que Waouh! sur mon site, elle s'appelait. C'était discret le fait que ça soit la reine d'Angleterre, tu vois. OK. Donc personne dans la boîte a fait une parallèle. Et en fait, on s'est réveillé le matin avec plus de 300 commandes sur la montre. On pouvait même plus les avoir. Waouh! Ah Et je ouais. me suis dit, bon, alors là, c'était un succès. Ouais. Tu vois, mais je me suis dit, mais en fait, des tentatives comme ça, il doit y en avoir d'autres. Des Ouais. faits d'actualité, il doit y en avoir d'autres. Mmh. Donc, on l'a fait sur les blogs horlogers. Ouais. Parce que la techno permet pas encore, mais ce que moi j'adorerais faire, c'est de pouvoir, tu vois, lorsque il y a une actu qui est en rapport avec quelque chose que je vends, Ouais. bah, pouvoir être hyper réactif. Mmh. Pas forcément d'automatiser des campagnes, mais de recevoir tout de suite, j'en sais rien, imaginons, je te donne une idée incroyable, il y a un gamin de 9 ans qui monte à cheval comme un adulte et qui a gagné un grand prix devant des adultes de 35 ans. J'en sais rien, Ouais. c'est un truc incroyable. Et ben, moi, je vends des produits avec à l'effigie de chevaux. C'est peut-être le moment de faire une campagne spéciale ou Mmh. une newsletter, dire voilà, pensez à tous vos bijoux à l'effigie des chevaux, à l'équitation, etc. Mmh. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Mmh. La techno permettra bientôt de le faire. C'est encore un peu limite, mais on a encore plein de choses à Mmh. tester. Ouais, et là, on voit encore une fois ton état d'esprit où en fait, tu détectes des opportunités, tu dis: «Ah OK, là, ça vaut le coup d'aller creuser et du coup, je lance des tests pour voir ce que ça donne, quoi». Exactement. Ne pas être dans le c'est trop tard, je viens Mmh. de voir que c'était ça, et du coup je suis en bas, et si j'essaye de profiter, je veux être en simultané avec quelque chose qui fonctionne. Mmh. C'est comme ça que je peux être meilleur que mes concurrents, ouais. Ouais. Oui, et être, dans l'action, pas réfléchir, 10 ans, mais te mettre rapidement en mouvement, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire les différents outils que tu utilises? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas tellement de secrets. Donc, nous, dans la partie R&D, il y a quand même une grosse veille. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on utilise tous, on se copie tous, on regarde tout ce que font les concurrents. Et donc, ça nous donne quelque chose à l'instant T, mais ça ne nous Mmh. donne pas du tout les tendances qui peuvent arriver en OK. termes de modifications. Ce qu'il faut savoir, c'est que les algos, ils passent, ou les modifications
essentielles dans Google, elles sont d'abord faites sur les autres pays, notamment aux États-Unis. Donc, nous, on utilise soit Ahref, qui nous permet de regarder de ce qui se fait, quels sont les mots-clés, les typologies de pages, les liens que reçoivent les gros sites de bijouterie horlogerie aux US, et de regarder s'il y a des choses qui vont arriver en France. Ok. Il y a des typologies de pages qui, dans l'e-commerce, fonctionnent pas du tout en France, mais fonctionnent aux États-Unis, de type la hub page. Ce qu'on appelle la hub page, c'est quand tu arrives dans montre, tu n'as pas de produit, tu as plutôt des encarts marketing qui t'envoient vers hommes, vers femmes, vers enfants, vers des comparateurs, etc. En France, on en est encore un peu à old school. Quand tu arrives dans montre, il faut qu'il y ait des montres. Ouais. Donc, on détecte ça, nous, avec Ahref. Sur la partie française, on a arrêté de collaborer avec SEMrush et maintenant on utilise Alloscan, qui est un outil français qui, je pense, aujourd'hui a la meilleure base de données sur les mots-clés. Donc, très cool cet outil. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours utilisé historiquement SEMrush et j'ai de plus en plus de personnes qui me parlent d'Alloscan. Alors moi, c'est pas sur la partie SEO, c'est sur la partie SIA, donc j'ai moins de besoins que les purs SEO, mais c'est intéressant, cette montée en puissance d'Alloscan. J'ai de plus en plus de retours positifs et je vais certainement transiter. Ils sont très réactifs, ils ajoutent de plus en plus de fonctions, donc bientôt il y aura un international, je pourrais même me dispenser de Ahref, tu vois, ça peut être cool. Génial. Après, pour la partie rédaction, on utilise bien sûr, on s'est fait des GPT avec ChatGPT, et on utilise Your Text Guru qui nous permet de nous aider sur la partie rédactionnelle pour avoir justement ce fameux corpus sémantique des pages. Quels sont les mots-clés qui sont attendus par Google lorsque tu veux remonter sur montre automatique. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? On utilise aussi une petite suite qui s'appelle Rank Explorer. Okay. Là, c'est plutôt mes équipes parce que c'est beaucoup plus simple que toutes les autres suites. C'est des gros métriques affichés très vite. Ça permet d'aller avoir une information rapidement tout de suite. Après, on utilise plein d'autres suites pour la génération de contenu qui n'est pas pour Okara, parce qu'on a des petits sites à côté qui nous permettent aussi de faire nos tests. Ouais. On peut utiliser TextBulker, tu vois, des outils de génération de contenu comme ça. Et puis, quoi d'autre comme outil? Search Console, forcément, Screaming Frog et SEOlizer. SEOlizer, c'est pour l'analyse de log. Je ne connais pas. OK. Donc là, c'est pour regarder vraiment les fichiers écrits sur le serveur pour voir ce que fait Google vraiment. Technique, voilà. Et Screaming Frog, côté crawler, on l'utilise aussi pas mal. Donc là, c'est comme s'il cliquait sur tous les liens de ton site et il va te remonter plein de data pour savoir est-ce que tu as des erreurs, des liens qui sont cassés, etc. etc. Et écoute, je pense que c'est... en fait, on en utilise plein d'autres, mais c'est toujours... Et Navboost, je ne sais pas si tu veux en parler. Alors, Navboost, ce n'est pas un outil, c'est plutôt un quatrième pilier, si je devais appeler ça comme ça. Navboost, on vient de découvrir avec les Google Leaks et le procès antitrust que Google a perdu, que Google en fait nous espionnait via Chrome. On s'en doutait, mais on nous a toujours dit que c'était pas vrai. Et en fait, quand tu navigues, il garde 13 mois d'historique de ce que tu fais quand tu visites un site. Donc, typiquement, ça monitore les interactions que tu as avec le site. Si tu arrives sur une page et que ce qu'on fait du pogo sticking, c'est-à-dire c'est sortir du site, retourner sur la SERP pour retrouver un résultat plus pertinent, parce que le premier site t'a pas plu. D'accord. Et ben ça t'envoie des signaux négatifs qui vont pas te faire ranker. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas d'algos qui vont classer les résultats de Google, et les 1000 premiers après, il y a cette partie Navboost qui va être prédominante pour classer les résultats. Tu peux être quatrième et passer premier juste parce que tu as de l'interaction qui est faite avec ton site que tes concurrents n'ont pas. Donc, c'est devenu important, c'est devenu un critère SEO que l'UX soit bien faite. Tu vois, que tu puisses faire la rétention de clients. Que tes clients trouvent tout de suite ce qu'ils sont venus chercher. Je vais donner un exemple. Montre femme, on était toujours mauvais. On a toujours été mauvais malgré tous les efforts. Parce que mon équipe produit, l'équipe produit chez Okara, il y avait des montres mixtes. Il n'y avait pas ce stéréotype de la montre femme. C'était des montres qui pouvaient aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'était mixte. Tu as des Casio de 40 mm, 45 mm qui sont mixtes en réalité. Sauf que Google, pour montre femme, il attend des produits stéréotypés. Enfin, c'est pas lui qui attend ça. C'est les femmes qui attendent des produits qui soient plus féminins qu'une montre mixte. Donc, du coup, il a fallu soit rajouter des marques qui étaient plus féminines, soit retrier les produits pour que les produits les plus féminins soient en haut et qu'il n'y ait pas ce fameux exit des visiteurs ou taux de rebond. Donc, c'est devenu une des métriques importantes, alors qu'avant, on s'en fichait.
Moi, en tant que pour la partie purement SEO, je me disais, moi, je fais l'acquisition le plus possible. Si le taux de conversion derrière ou si le taux de rebond il est pas bon, c'est pas mon problème, c'est mon équipe produit qui fera le reste, qui trouvera les bons produits, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Si le taux de rebond il est pas bon sur une catégorie, on va la rebosser pour Navboost. Ouais, donc du coup là, c'est vraiment un exemple, une explication concrète de l'importance de l'expérience utilisateur. On dit toujours l'expérience utilisateur est importante en SEO. Là, tu nous as illustré le parfait exemple, quoi. Exactement. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui comment est-ce que tu mesures tes résultats chez Okara et quels sont vos résultats et quels sont aussi, ça m'intéresse, les KPI sur lesquels toi tu te concentres? Alors sur la partie SEO, nous c'est assez simple, de moins en moins les positions, parce qu'elles sont de moins en... Enfin c'est pas que c'est de moins en moins fiable, c'est qu'elles varient. Ok, c'est intéressant. Tu peux être dans le même bureau que moi, en anonyme à côté de moi, faire tes requêtes et ne pas avoir le même résultat. C'est parce que Navboost aussi, Google adapte les résultats en fonction de ton historique, même si tu n'es pas connecté. Et il teste aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de data centers, des positions différentes. Donc finalement, regarder une position aujourd'hui, ça ne veut plus trop rien dire. Ouais. Bien sûr, on continue à le faire, mais on regarde d'abord le trafic. Premier point, le trafic. Est-ce que tu montes, est-ce que tu descends? C'est un basique, mais c'est aujourd'hui la métrique la plus importante chez nous. Et derrière, le taux de rebond, comme je viens de te l'expliquer juste avant avec Navboost, est devenu important. Si j'ai un taux de rebond à 90%, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'on rebosse. Est-ce qu'on va bien chercher, est-ce qu'on a bien les bons produits qui correspondent à la requête finalement que tu as tapée? Est-ce que quand tu fais bijoux fantasy, tu n'as pas des produits qui coûtent 2000 balles en premier alors que ça ne va pas du tout? C'est pas ça. Donc le taux de rebond est devenu hyper important pour nous finalement, alors qu'avant, on s'en souciait peu. Et bien sûr, le business. Tu vois, typiquement, j'ai passé beaucoup de temps à être premier sur montre. C'était un truc égotique. J'aimais bien passer à droite à gauche, dire je suis premier sur montre. Ouais, c'est cool, c'est beau, c'est la plus grosse requête de mon secteur. Elle est incroyable, c'est plus de 190 000 recherches mensuelles. C'est fort, mais ça ne rapporte rien. Personne ne tape montre et fait une commande. Ça n'existe pas. Tu tapes pas voiture et tu achètes une voiture. Non, tu vas chercher des requêtes beaucoup plus précises parce que tu sais ce que tu veux. Et dans ce cas-là, peut-être tu vas faire une conversion. Mais voilà, c'était purement de l'ego. Donc, se concentrer sur des mots-clés business, ça reste important. Ça. C'est ma 3e métrique, du coup. Trop cool. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Grégory, pour tout ce que tu nous as partagé pour cette masterclass SEO. Franchement, trop intéressant. Et ça change de tous les conseils SEO qu'on a l'habitude d'entendre. Et je suis trop contente qu'on ait réussi à passer ce message avec cet état d'esprit de on teste, on met les mains dans le cambouis, on se concentre sur ce qui fonctionne, ce qui a un impact sur le business. C'est un très bon message à faire passer à tous nos auditeurs. Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir le podcast. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!